Bonsoir à tous. Cette semaine dans l'Église du Monde, nous revenons sur le Gabon où la situation reste tendue 6 mois après l'élection présidentielle ayant reconduit Ali Bongo au pouvoir. Ce scrutin reste contesté par son principal opposant, Jean Ping, qui se considère toujours comme vainqueur. Alors situé en Afrique centrale, ce pays d'1,7 million d'habitants est frontalier avec le Congo-Brazzaville, le Cameroun et la Guinée équatoriale. Il compte environ 75% de catholiques. Alors si les violences se sont apaisées, eh bien des grèves se poursuivent dans le pays. Quel est le climat sur place? Pour en parler, j'ai la joie d'accueillir l'abbé Bruno Ondo-Minsa. Père, bonsoir. Bonsoir. Un grand merci de nous rejoindre le temps de cette émission. Vous êtes gabonais, vous vivez en France depuis 2010. Vous préparez actuellement une thèse en sciences sociales à Paris 8 sur le thème gouvernance et pauvreté au Gabon. Et vous êtes également un défenseur des droits humains. Alors on va parler avec vous bien sûr de la crise qui traverse votre pays, mais aussi de son église, puisque vous êtes originaire du diocèse rural de Kiaouem. Oui. Et je ne le prononce pas très bien sans doute, voilà. Et vous avez passé près de 9 ans en paroisse. Vous nous raconterez comment les chrétiens vivent dans votre région. Mais revenons tout d'abord à la crise politique et sociale qui secoue votre pays. Rappelons brièvement les faits. On avait déjà parlé, nous, sur ce plateau du Gabon. C'était en octobre, peu après les élections. Donc les élections qui ont eu lieu le 27 août 2016. Le 31 août, les résultats annonce la victoire d'Ali Bongo. Et là, des violences éclatent dans plusieurs villes du pays. Aujourd'hui, donc, la situation s'est quelque peu apaisée, mais le pays est quand même bloqué puisqu'il y a des grèves, notamment, vous nous en parlerez. Et vous avez, vous, au moment des événements, été impliqué dans la gestion d'un site internet qui s'appelle Gabon Witness. Moi, je l'avais regardé, je l'avais consulté justement peu après les élections. Ce site qui est recensé donc les victimes et disparitions liées aux événements au Gabon. Et avec ce réseau, eh bien, vous aviez recensé une centaine de tués, une centaine de personnes également disparues. Cela vous a valu des menaces. Vous avez du coup mis fin à l'activité du site. Mais pourtant, personne aujourd'hui n'a oublié, j'imagine, les violences qui ont éclaté dans votre pays. Il n'est pas possible d'oublier un tel événement, surtout que c'est un événement unique en termes d'ampleur des massacres. Disons qu'on avait déjà connu en 2009 d'autres personnes que l'on avait tuées comme ça pour justifier une prise de pouvoir et bâillonner la contestation. Mais en 2016... ça a pris une autre dimension. Ça a pris une autre dimension. C'était de loin beaucoup plus important. Il y a certaines scènes que j'ai vécues personnellement parce que j'étais sur le terrain à Libreville, en famille, où les voitures de l'armée sillonnaient les quartiers, ouvraient le feu sur des jeunes qui étaient dans les quartiers. C'était inédit dans l'histoire du Gabon. Et donc, dans les cœurs de beaucoup de Gabonais, ça saigne encore et je ne pense pas que ça puisse finir aussitôt. D'accord. Alors, on parlait de ces victimes, ces disparus. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire combien il y en a? Il est difficile de dire avec exactitude le nombre de victimes qu'il y a eu au Gabon. Pour une raison simple, c'est que beaucoup de familles et même beaucoup d'individus qui ont été victimes ont une peur sérieuse de faire du témoignage. Et nous pensons même qu'il y a des familles ou des individus qui ont été menacés. Parce que nous avons été en échange, en discussion avec pas mal de familles, avec pas mal de personnes qui promettaient envoyer les certificats de décès, qui promettaient envoyer des éléments probants voilà. Et à la dernière minute, non seulement n'osaient plus communiquer, et après, en off, on a eu justement d'autres échanges où les personnes avouaient que c'était trop dangereux pour elles de pouvoir dire quoi que ce soit, parce qu'il y a pas mal de réseaux sociaux au niveau du Gabon qui sont, ou des téléphones qui sont sur écoute. Donc c'était exposer à leur tour leur propre vie. Et nous avons pensé même que notre base de données que l'on avait sur le site était elle-même
un danger pour ceux-là qui nous ont confié justement certains dossiers, certaines informations. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez aussi décidé de mettre fin à l'activité de ce site. Exactement, non seulement de décider de mettre fin, c'est parce que, mais en même temps que c'était difficile de continuer à l'alimenter étant si loin. Oui. Les gens ne pouvaient facilement se confier et faire confiance que si on était sur place. Et assez discrètement, pouvaient nous confier certains éléments, on pouvait accéder à certains témoignages, mais via des communications modernes, les gens redoutaient que ces communications ne soient interceptées. Bien sûr. Quel est le climat aujourd'hui sur place? Je parlais de grève. On va voir justement des images, et vous allez nous les commenter, de manifestations de jeunes suite à des grèves étudiantes, donc les écoles qui n'ont pas repris, je crois. Dites-nous un petit peu, c'est quoi le climat en ce moment? Disons que les grèves, c'est ce qui apparaît dans les médias. Oui. Mais il y a quelque chose de plus fort que les grèves. Non seulement il y a des entreprises qui ferment en série, multipliant donc des poches de pauvreté. En dehors de ces entreprises qui ferment en série, c'est une crise économique sans précédent dans l'histoire de notre pays. Pour la première fois dans notre pays, nous avons un taux d'endettement qui atteint des proportions que l'on n'a jamais connues. Classant le Gabon parmi les 5 pays les plus endettés par tête d'habitant. En moyenne, chaque Gabonais porte sur ses épaules aujourd'hui une dette de près de 3 000 $. Mais cette crise, elle est là depuis un certain temps. Ce n'est pas juste le climat électoral qui disons que la crise est née à partir justement de cette crise politique depuis 2009. Voilà. Et voyant 2016 arriver, les gens ont eu espoir que ce qui s'est passé en 2009 ne pourrait pas se reproduire en 2016. Et en 2016, ça s'est reproduit, mais avec plus d'ampleur. Et ça, la réaction des Gabonais a été celle propre à un peuple qui a connu une espèce d'accumulation de frustration. Parce que depuis quelques années, la marmite Gabon, ça bouillonnait depuis longtemps. Et ce couvercle qui a sauté lors des élections présidentielles, et qui d'ailleurs aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure en parlant des grèves, qui ne se limite pas seulement au niveau des grèves des élèves. Les 3/4 de l'administration gabonaise aujourd'hui sont en grève. Les 3/4 de l'administration. Le pays est mal. Ça ne travaille nulle part au Gabon en ce moment. Évidemment, c'est pour cela que tout le monde en appelle au dialogue, parce que tout le monde se rend bien compte que l'on ne peut plus avancer, ça ne peut aller nulle part. Ça n'arrange personne. Je vous le disais, on allait voir des images donc, de manifestations de lycéens. On va les commenter juste après. On regarde. Regardez ce qui se passe au Gabon. Alors dites-nous un petit peu, Père, ces images qu'on vient de voir, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce qui s'est passé, c'est que depuis bientôt 3 mois, des élèves gabonais ne vont pas à l'école. En dehors de ça... Est-ce qu'il y a une grève des enseignants, c'est ça? Il y a une grève des enseignants. La grève des enseignants s'explique par quoi? La grève des enseignants s'explique par le fait que l'État doit énormément d'argent aux enseignants. Et sous prétexte qu'il n'y a pas d'argent, pourtant, l'État prend plaisir à organiser des compétitions, des jeux. C'est la première fois dans l'histoire du monde où l'on voit un État, un gouvernement qui prend plaisir dans des jeux en méprisant les enjeux du pays. Et donc, dans la capitale du Gabon, on trouve des élèves assis à même le sol, des effectifs pléthoriques. Et donc, des enseignants ont refusé de continuer à travailler dans ces conditions tout en exigeant le paiement de ce que l'État leur doit. Parce que l'État ne peut pas prétendre dire qu'il n'y a pas d'argent et organiser des jeux. Père, je voudrais juste revenir sur ces images quand même qui sont assez fortes. On a vu ces élèves qui couraient dans les rues. Je crois que c'était à Port-Gentil, deuxième ville du pays. Exactement. Et donc, ils sont chassés par la police, mais de manière assez violente. Ça devient monnaie courante dans l'histoire du pays.
l'idée, c'est tout simplement de bâillonner toute tentative de révolte qui pourrait se manifester. À la limite, d'ici là, peut-être qu'au Gabon, les citoyens seront bientôt interdits de pleurer leur mort. Et d'ailleurs, je crois qu'on l'a connu après les élections de 2016. Et c'est pour vous dire l'ampleur de la répression qui règne dans le pays aujourd'hui. C'est presque inimaginable que des élèves qui revendiquent de façon pacifique qu'ils repartent à l'école, que l'État puisse leur payer leur bourse. En réponse, c'est la répression. Ça risque d'être une année blanche. Ça ne va pas être la première année au Gabon. Il y a des années qui ont été validées au Gabon avec à peine 5 mois de cours. Et pour cette année-ci, nous en sommes déjà à près de 3 mois sans cours dans tout le pays. Et l'État s'arrange toujours, comme d'habitude, à rafistoler des brèches pour valider des années. Mais bon, c'est une jeunesse qui est en train d'être sacrifiée. Vous regardez cette crise, de quelle manière, Père, vous êtes ici, vous êtes loin, mais vous avez quand même un lien avec votre pays, vous y retournez régulièrement. Comment vous voyez, vous, les événements ? Ça vous inquiète, j'imagine ? J'ai jamais été loin du Gabon. Je n'ai jamais passé un jour sans être en contact direct avec le Gabon. Tout mon cœur y est. Et il est très difficile, pour moi comme pour tout citoyen qui aime son pays, de voir ce qui se passe au Gabon aujourd'hui. Et ce que je pense pour le pays, c'est qu'à un moment donné, la situation de crise actuelle ne profite absolument à personne, ni à celui qui tient absolument à se maintenir au pouvoir, ni à celui qui veut accéder au pouvoir. À un moment donc, il faudrait que l'on soit capable de taire les égos pour laisser entendre raison pour chacun et mettre les intérêts du Gabon sur la table. Et c'est ce qui pose le problème aujourd'hui. Et quand on voit les enjeux de notre pays, la direction qu'est en train de prendre le Gabon, c'est une grosse douleur pour notre génération. Parce qu'on ne sait pas le Gabon de demain, de quoi il sera fait. C'est l'incertitude. Alors, il y a un dialogue national voulu par Ali Bongo qui débute ces jours-ci. La majorité et une partie de l'opposition doivent y participer, à l'exception notable de Jean Ping. Bruno Ben Moubamba, vice-premier ministre du Gabon, était de passage à Paris ces jours-ci pour venir défendre ce dialogue souhaité par Ali Bongo. Cet ancien opposant a depuis rallié le gouvernement. Nous lui avons demandé quel regard il portait sur ce dialogue. Voici sa réponse. Ce dialogue permettrait, si on le vit au mieux, c'est-à-dire pas pour se partager les postes ou de l'argent, mais au contraire pour transformer les décisions de ce dialogue en texte législatif, serait une chance pour avoir une évolution positive du pays. Ce dialogue est boudé, si je puis m'exprimer ainsi, par le camp de M. Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. Eh bien, moi, je l'appelle à la raison, à se hisser au niveau d'un Mandela à la gabonaise, parler à ses adversaires pour préserver la stabilité du pays. Donc, ce dialogue peut être une chose positive pour peu qu'on y préserve les principes, les valeurs et les normes et que cela ne tourne pas à un monologue du réconfort d'un pouvoir auquel je fais partie désormais. Le dialogue national en cours, par exemple, posera la question non seulement de la durée des mandats, mais posera aussi la question du devenir des anciens dignitaires. Quand on quitte le pouvoir, qu'est-ce qu'on devient? On finit forcément au tribunal pénal international. On ne peut plus aller à la pêche tranquillement sans recevoir une balle dans le dos. Il faut tenir compte en même temps et de la peur des anciens dignitaires qui s'accrochent au pouvoir par crainte d'être attaqués. Il n'y a pas que ça, mais ça compte aussi pour l'humaniste que je suis. La crainte des anciens dignitaires. Il faut donc des systèmes qui permettent aux uns aux autres de continuer de vivre dans le même pays, quels que soient les changements. Une réaction, Père, sur ce que vous venez d'entendre? Oui, je suis ravi d'entendre Bruno Ben Moubamba, qui est un compatriote pour qui j'ai de l'estime, défendre un dialogue que lui-même a commencé à promouvoir aux côtés de l'opposition depuis 2011, et il savait très bien que le pouvoir depuis 2011 a systématiquement refusé de dialoguer. Les arguments qu'il donne pour justifier ce dialogue, entre autres les réformes institutionnelles au niveau du pays,
les négociations politiques, j'ai envie de dire, il sait lui-même en nous disant que c'est une bonne blague, pour la seule et simple raison que le pouvoir actuel n'a pas besoin de dialoguer pour initier des réformes. Donc ils savent exactement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Depuis que M. Ali Bongo est là, par exemple, il a déjà changé plus d'une fois la Constitution. Il a déjà modifié plusieurs textes. Donc c'est pour faire bonne figure que Ali Bongo fait ça? Justement, en fait, les élections de 2016, lorsque le Gabon organisait ces élections, le pouvoir savait que l'opposition irait en ordre dispersé. Et dans une élection à un seul tour, le premier, même s'il n'a que 10% du taux de suffrage, il prend le pouvoir. Oui. Donc, avec une opposition dispersée, le pouvoir actuel était persuadé qu'il gagnerait les élections haut les mains. C'est pour cela qu'ils ont ouvert grandement les portes du pays aux observateurs. Il s'est trouvé qu'à la dernière minute, contre toute attente, le pouvoir s'est rallié derrière un homme, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, que les Gabonais ont voté. Et donc, du coup, le pouvoir actuel est embêté parce que, ayant pris en otage les institutions qui ont validé justement cette élection, cette mascarade électorale, M. Ali Bongo aujourd'hui jouit de la légalité du pouvoir. Mais sa conscience, il n'est pas tranquille parce que la légitimité pose problème. Donc, inviter au dialogue, se battre pour la cause du dialogue, c'est pouvoir mettre justement ceux-là qui l'ont battu dans les urnes sur la même table pour accepter le principe qu'il devient désormais le chef de l'État et que la communauté internationale l'admette pour accompagner son mandat. Donc, les excuses que nous donne M. Bruno Ben Moumbamba ne sont pas des excuses recherchées par M. Ali Bongo. Parce que la répression dont il parle pour mettre le pays sur les voies de l'apaisement, ce n'est pas M. Jean Ping et d'autres opposants qui tirent sur les Gabonais. C'est bien le pouvoir en place. Donc s'il y a une volonté d'apaisement, mais c'est bien au pouvoir, justement. Donc la seule solution à envisager, il n'est pas possible d'être juge et parti. Ali Bongo ne peut pas organiser un dialogue alors que c'est lui qui pose le problème. Donc ce dialogue, pour vous, c'est une mascarade. Ça ne peut pas avoir d'effet positif dans les conditions telles qu'elles sont réunies aujourd'hui. Et finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sortir de cette crise? Qu'est-ce que vous préconisez, vous? Moi, ce que je préconise, c'est que quoi que l'on fasse, et c'est ce que nous disons depuis quelques années, depuis 2011, quoi que l'on fasse, le Gabon va mal et les Gabonais ont besoin de se parler. Il se trouve tout simplement et très malheureusement que ceux qui invitent au dialogue aujourd'hui sont, d'une part, M. Ping, qui a déjà organisé son dialogue, qui jouit de la légitimité des Gabonais parce qu'ils l'ont élu, et de M. Ali Bongo, d'autre part, qui jouit de la légalité parce qu'il est installé au pouvoir par les institutions. Chacun veut organiser son propre dialogue, mais pas dialoguer. Les deux se ensemble. discutent le pouvoir. Il y a un qui veut accéder au pouvoir et l'autre qui protège son pouvoir. Mais nous avons besoin de sortir de cette confrontation de pouvoir pour poser le problème Gabon. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça? Pour cela, justement, il faudrait une espèce d'instance qui n'ait pas de parti pris, qui soit capable de faire asseoir les Gabonais autour de cette table, non pas autour de la problématique du pouvoir, mais autour de la problématique de la construction du Gabon. Ça pourrait être qui, ça, alors, selon vous? Ce serait quoi cette instance? Il y a quelques semaines, la conférence épiscopale, dans son message, s'est dit prête à arbitrer. Mais de part et d'autre, nous entendons également au Gabon, que ce soit de la société civile, que ce soit de l'opposition, et même le pouvoir serait prêt à accepter une espèce d'arbitrage de la communauté internationale. Mais il est possible, justement, d'envisager ce dialogue avec un bureau qui soit collégial, avec en même temps et des Gabonais reconnus par leur intégrité, et en même temps quelques membres de la communauté internationale qui soient capables d'influencer le respect des clauses d'un tel dialogue. Vous souhaiteriez, vous, que l'Église soit partie prenante? Puis effectivement, elle a offert ses services, elle a proposé de se rendre disponible pour accompagner un processus de sortie de crise. Vous le souhaitez, ça, Père? Vous pensez que ça peut aider? Je dirais oui. L'Église, qui est une importante structure au niveau du pays, parce que les chrétiens représentent plus de 70% de la population gabonaise. Mais il y a un malaise
par rapport à la possibilité de l'Église de pouvoir arbitrer cela. Pourquoi ? Parce que quand on entend de part et d'autre, que ce soit de la société civile, de l'opposition ou je ne sais pas trop quoi, les gens estiment que l'Église, ayant opté pour le silence lorsqu'il y a eu des massacres, a choisi le camp de l'oppresseur du fait de son silence. C'est la perception des Gabonais aujourd'hui ? C'est la perception de beaucoup de Gabonais. Évidemment, moi j'essaie de me battre pour amener des uns et des autres à comprendre que l'Église, ce n'est pas seulement la voix des évêques. Il y a des prêtres qui sont montés au créneau. Je suis arrivé à Paris, par exemple, j'ai accordé 2 interviews au journal La Croix pour dénoncer ces massacres. Il y a un prêtre qui, au Gabon, par exemple, a été interpellé vivement par le ministère de l'Intérieur. Il y a des choses qui ont été dites. Mais il se trouve effectivement que la hiérarchie ne s'est pas retrouvée aux côtés de la population pour pleurer ses morts. Ne serait-ce qu'organiser des messes de recueillement pour tout le pays avant d'inviter à ce dialogue. Donc, en gros, c'est ce qui pose problème au niveau des Gabonais qui perçoivent le message de l'Église aujourd'hui à tort, comme une invitation à aller s'asseoir avec Ali Bongo et dialoguer avec lui. D'accord. Donc pour vous, ça n'est pas uniquement ça, ça pourrait s'envisager, il faudrait voir dans quelles conditions. Et justement, on va écouter le point de vue de Bruno Ben Moumamba sur le rôle que pourrait apporter l'Église dans ce dialogue. L'Église catholique du Gabon a toujours eu une position médiane, une position de médiatrice dans les conflits politiques. Je pense que la position de l'Église dans ce problème doit être une position de responsabilité qui n'encourage pas le cléricalisme, mais qui responsabilise les laïcs. Les 3 niveaux de conscience que sont la conscience mystique, c'est un fait. Il faut un peu plus de retour au spirituel et non transformer l'Église uniquement en une organisation humanitaire. Ensuite, il faut chaque fois un travail intellectuel, notamment pour l'inculturation de la foi au Gabon. Ce travail reste à développer. Et enfin, il y a une conscience morale et politique qui ferait comprendre aux uns et aux autres qu'il est normal que les catholiques, les laïcs s'engagent en politique et qu'on ne cléricalise pas tout. Les laïcs ne doivent pas faire le travail du clergé et le clergé ne doit pas faire le travail des laïcs catholiques. Voilà une réaction. Père, vous parliez du clergé qui est monté au créneau, peut-être plus que la hiérarchie, pour dénoncer les massacres. Là, ce que dit M. Moubamba, c'est aussi qu'il faut que les laïcs s'engagent. L'un n'exclut pas l'autre. Bien sûr. Mais ce n'est pas le cas suffisamment aujourd'hui ? L'engagement des laïcs, s'il n'y avait pas d'engagement de laïcs, on ne connaîtrait pas la mobilisation qu'il y a au Gabon aujourd'hui. Donc, l'engagement des laïcs au Gabon ne pose plus problème du tout. La seule chose qui pose problème, c'est l'organisation de cet engagement. C'est ça qui pose problème. Au niveau de l'engagement, au niveau de la mobilisation, au niveau de la prise de conscience, quand on regarde le niveau de frustration que connaît le Gabon, s'il n'y avait pas cette importance en termes de qualité d'engagement de ce laïcat, je pense que le Gabon serait en train de vivre un massacre d'un autre ordre aujourd'hui. Donc il y a des laïcs déjà pensez engagés. Que les laïcs, lui-même qui parle est un laïc qui est engagé sur le champ politique. C'est pour dire qu'il prend position. Mais lui, il se définit comme étant l'un des seuls catholiques engagés, laïcs. Nous pouvons en compter plusieurs qui sont avec lui dans le gouvernement et qui sont dans l'opposition. Il est impossible aujourd'hui qu'il prétende dire qu'il est le seul catholique. À la limite, comme si on sort la liste... l'un des premiers qui s'était engagé. Je doute fort qu'il soit un des premiers. Vous voyez, par exemple, au Gabon aujourd'hui, le leader de la société civile, on l'appelle comme ça, Marc Onaï Sengui. Mais c'était un enfant de l'Église. Père, l'émission malheureusement arrive bientôt à sa fin. Une dernière question peut-être à travers votre diocèse, qui nous permette de découvrir aussi un peu une réalité sur la vie de l'Église dans votre région finalement. Comment y vivent les chrétiens en milieu rural ? Alors, je vais vous dire, c'est la beauté de l'Église, parce que la relation humaine est réelle, sincère et simple. Et c'est une foi qui s'exprime à travers la joie. On éprouve le plaisir de célébrer et de vivre sa foi. Et
le seul mal dans ce milieu rural où la foi est réellement palpable, visible, où vous voyez les gens installés dans la précarité, mais qui éprouvent la joie de vivre et de célébrer le Christ. Le seul mal, c'est tout simplement le mal de tout le pays, où les soutiens à l'international qui pourraient accompagner et soutenir ces communautés dans des petits projets, de développement. On se plante dans les statistiques officielles du pays en disant « le Gabon n'a pas besoin d'aide ». Et malheureusement donc, ces chrétiens sont abandonnés, mais célèbrent quand même dans la joie leur foi en Jésus-Christ. Et c'est la beauté justement du diocèse rural d'Oyem. Merci beaucoup, Père Bruno Ondo Minsa, d'être venu nous apporter votre éclairage sur ce qui se vit dans votre pays, le Gabon. Évidemment, on va continuer à suivre la situation dans nos éditions. Voilà, je vous invite à retrouver cette émission sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. On se retrouve mercredi prochain. Au revoir. Merci.